Et donc on va pouvoir commencer. J'ai demandé aux panélistes de bien vouloir s'asseoir et prendre place à la place de Monsieur le Ministre pour que vous puissiez, alors les gens de la PIX, Monsieur le Secrétaire Général, mes amis, collègues, conseillers du commerce extérieur. Bon, le premier sujet qu'on va essayer de traiter avec vous. Alors, on est vraiment en mode un peu discussion, même si le cadre est formel. En fait, l'intérêt, c'est que vous puissiez poser des questions. L'intérêt, c'est que vous puissiez intervenir. L'intérêt, c'est qu'on soit un petit peu interactif, y compris pour les gens qui sont en ligne. Pour les gens qui sont en ligne, mes services sont aussi derrière les écrans. Et si vous avez des questions, ils me les relayeront par WhatsApp. Donc, et on essaiera de les poser. Ce que je vais proposer, c'est peut-être qu'on fixe un petit peu le cadre de l'investissement au Sénégal, parce qu'en fait, on est un peu à une période charnière pour le Sénégal, avec des investissements relativement importants qui ont été faits, un plan Sénégal émergent qui est établi et qui est quand même assez solide, avec la découverte du gaz, du pétrole. Il y a des tas de choses qui sont concordantes pour qu'il y ait, je pense, un intérêt réel de la part des entreprises de se développer ici. Et alors, ce que je vous propose, Monsieur le Secrétaire Général de l'APIX, c'est l'APIX qui est donc l'organisme en charge des investissements et de l'implantation ici au Sénégal, c'est que vous nous fixiez un petit peu le cadre déjà pour débuter cette conférence, et puis ensuite on essaiera de faire plus des questions-réponses. Merci. Alors, vous pouvez enlever le masque pour parler, parce que en fait, sans ça permettra de... Ah, d'accord. Et puis pour nos auditeurs qui sont de l'autre côté... Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je disais tantôt que c'est à pied levé que je me retrouve ici pour représenter le directeur général de l'APIX, M. Moutagassi, empêché au dernier moment. Et vous exprimez également toute la satisfaction de l'APIX de pouvoir prendre part à cette rencontre qui, à mon sens, vient à son heure, après au moins une bonne période de suspension des activités à cause de la pandémie. Pour ce qui concerne APIX, si vous permettez, je vais juste présenter APIX, ses missions, et ensuite passer la parole à M. Moustapha Cissé, qui est le directeur de la stratégie, qui pourra parler de PSE et éventuellement des problèmes d'investissement. Alors, APIX au départ était une agence d'exécution qui a été transformée en 2007 en société anonyme à participation publique majoritaire. Et ces missions se résument essentiellement à trois. C'est d'abord la promotion des investissements au Sénégal, ensuite les grands travaux, et enfin l'administration et la gestion des zones économiques spéciales. Pour ce qui concerne la promotion des investissements, je pense que c'est le secteur pour lequel APIX est bien connu. Et son rôle consiste à faire en sorte que des investisseurs locaux ou internationaux viennent pour investir, c'est-à-dire découvrent les opportunités d'investissement au niveau du Sénégal et viennent pour essayer de s'installer et investir au niveau du Sénégal. À ce niveau, M. Moustapha Cissé a été pendant longtemps le directeur des services aux investisseurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs je lui passerai la parole pour qu'il vienne vous exposer tout ce qui est offert, en tout cas, aux investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Pour ce qui concerne les grands travaux, il s'agit de grands travaux qui lui sont confiés directement par décret. Ou bien, pour une autre hypothèse, lorsque une autre structure publique, maître d'ouvrage des travaux, APIX peut venir accompagner ce maître d'ouvrage, comme c'est le cas pour le TER, parce que le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures. D'autres projets sont en cours, dont le mémorial Gorée, qui aussi, pour lequel APIX va venir comme maître d'ouvrage délégué. Enfin, les zones économiques spéciales, actuellement sur le territoire sénégalais, il y en a 4. Il y a la zone de Dias, qui abrite la plateforme industrielle. Il y a la zone de Djabialo plutôt, qui abrite la plateforme industrielle. Nous avons la zone de Dias qui est à côté de l'aéroport international de Diagne.
Nous avons Sandiara, qui se trouve à quelques kilomètres de Mbour. Et enfin, nous avons la zone qui va être réservée à Tosiali pour une sidérurgie qui doit être mise en place. Pour le moment, ce sont ces 4 zones spéciales qui existent et qui bénéficient d'un régime spécial. Alors donc, APIX a pour mission justement de faire en sorte que le territoire national soit suffisamment maillé pour que, au niveau, par exemple, de pôle territoire, que chaque pôle territoire dispose d'une zone économique et avec des vocations tout à fait particulières et adaptées. Donc, voilà, grosso modo, la présentation de APIX. Aujourd'hui, la structure, elle est en train de travailler beaucoup pour, en tout cas, mettre en place au niveau de chaque pôle territoire de nouvelles zones, et notamment au niveau de la Casamance, au niveau de la région de Saint-Louis et au niveau du centre. Mais pour le moment, les zones qui sont actives, ce sont les zones de Dias, de Djamniadio, de Sandiara et de Bargny, Tosiali. Alors donc, si vous permettez, pour ce qui concerne la suite, je vais laisser la parole à M. Moustapha Cissé. Où est-ce qu'il est, Moustapha? Voilà, il est là. Et il est là. Voilà, il peut venir. Allez, viens. Voilà, comme ça. Alors, oui, parce que en fait, ce que j'aimerais, c'est comprendre aussi quelles sont les filières prioritaires, Moustapha. Oui. Globalement, tiens, je vais te passer mon micro. Puis... tu aurais pu parler là-bas. Comme ça, tout le monde te voit, c'est mieux. Bonjour, Moustapha. Oui, alors, quelles sont les filières prioritaires? Est-ce que vous avez défini un cahier des charges qui soit précis par rapport au plan Sénégal émergent? Quels sont les budgets et en gros comment ça se passe pour une entreprise qui veut investir ici au Sénégal? Merci, je vous remercie pour la question. En fait, bon, je pense que sur les secteurs prioritaires aujourd'hui, ça, au-delà des secteurs classiques, quand même la pandémie a révélé au moins 2 secteurs de souveraineté assez importants. Tout ce qui touche aujourd'hui le secteur de la santé et pour cette souveraineté pharmaceutique et médicale, mais également il y a la souveraineté alimentaire qui est assez importante. Je pense que ces 2 secteurs, au-delà des secteurs classiques évidemment, sur le tourisme, le service, moi j'ai l'habitude de dire au Sénégal que tout est prioritaire, parce qu'en fait on est un pays jeune où aujourd'hui on a vraiment besoin d'investissement dans tous les secteurs prioritaires. Donc quel que soit aujourd'hui le secteur, votre secteur de prédilection, au-delà des secteurs prioritaires, sachez que l'APIX est à votre disposition pour vous apporter toute l'assistance nécessaire pour la réalisation de ce projet. Que ce soit l'assistance en termes de formalités administratives, nos services sont gratuits, quelles que soient les procédures, les demandes de licence, d'autorisation ou de titre que vous aurez à faire, vous pourrez vous adresser à l'APIX qui pourra, dans des délais fixés en plus par les lois, où les administrations sont tenues de répondre à nos requêtes dans des délais fixés, on pourra vous apporter l'assistance nécessaire. Également, évidemment, on gère le dispositif d'incitation, peut-être que, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, sachez qu'il y a 3 régimes plus ou moins. Il y a le code des investissements qui est ouvert pour les investissements dans les secteurs productifs classiques, dans lequel il y a l'exonération sur une durée de 3 ans de façon globale sur tout ce qui touche les équipements de production et la suspension de la TVA. Mais bon, ça, c'est vraiment pour les secteurs productifs destinés au marché plus ou moins local. Par contre, si c'est une entreprise à vocation exportatrice, elle peut bénéficier d'un autre statut, qui est le statut de l'entreprise franche d'exportation, qui est ouvert aux entreprises qui investissent au moins 80% de leur production. Évidemment, il y a un peu plus d'avantages, mais les conditions sont un peu plus difficiles, enfin, restrictives, disons, plus ou moins, parce que l'entreprise doit avoir un objet social et précis, et c'est des secteurs de production destinés à l'exportation. Le 3e régime, enfin, qu'avait évoqué tout à l'heure monsieur le secrétaire général, c'est le régime des zones économiques spéciales pour des entreprises à vocation exportatrice, mais quand même placées dans des endroits précis. C'est-à-dire soit dans la zone économique spéciale de Sandiara, de Djamniadio, de Dias et probablement dans les prochains jours la zone économique spéciale de Tosiali. De façon globale,
Je vais laisser plus la place à l'interaction pour qu'on puisse vous apporter l'assistance nécessaire. Mais sachez que quel que soit le secteur, même si le secteur n'est pas éligible à un régime incitatif, on a l'obligation de vous apporter l'assistance nécessaire par rapport aux procédures. Mais grosso modo, en tout cas aujourd'hui, une attention quand même particulière est apportée au secteur de la... Enfin, pour prendre en charge les questions de souveraineté alimentaire et sanitaire. Bah, ça tombe bien. Parce qu'il y a beaucoup de projets dans la souveraineté alimentaire, c'est au sens général du terme, et sur l'importation. Si vous avez des questions pour Moustapha, n'hésitez pas, il y répondra, il est là, et en plus il a dit qu'il se faisait une obligation d'y répondre rapidement, donc absolument. ça sera parfait. Alioune, bonjour. Alors évidemment, je demandais aux camarades, pas de chance, je suis juste à l'endroit qui est devant Alioune. Alors, par contre, il faut que tu mettes ton micro, Alioune. Parce que sans ça... Ah, bah lequel j'en sais rien. Bah, écoute, on va quand même réessayer. Tac. Alors, oui. Est-ce que ça marche, là? voir si tu t'approches. Alors, c'était intéressant pour moi d'avoir un cabinet d'expertise comptable qui accompagne un peu les implantations ici au Sénégal pour essayer de déterminer, selon toi, quelles sont les conditions de la réussite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut à des entreprises ou dans des partenariats, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de joint venture ou de partenariats entre entreprises sénégalaises et entreprises françaises. Enfin, des Greenfield, il y en a, mais il y a beaucoup aussi de partenariats. C'est quoi pour toi les conditions de la réussite? En fait, des fois, il nous est arrivé, et souvent, d'aider à ce que des projets réussissent. Et Dieu sait qu'on ne travaille que dans le détail, dans tout ce qui n'est pas significatif. Parce qu'en fait, pour des investisseurs, quand il s'agit d'étrangers qui viennent au Sénégal ou de Sénégalais qui veulent aller à l'export, c'est la compréhension des choses et l'écoute qui pose le plus de problèmes. Je vais donner des exemples. En général, par exemple au Sénégal, quand on dit qu'un projet est garanti par l'État, il y a certains qui se contentent d'une lettre d'un ministre, d'une direction, alors que, officiellement, la seule garantie valable, c'est un décret du gouvernement du Sénégal, régulièrement signé, enregistré au journal officiel et publié. Donc, ce sont ces petits détails d'incompréhension qui font que, en fait, souvent, les projets ratent. Un autre exemple, ils ne vont pas m'aimer les gens de l'APIX, souvent on a un avantage qui est la suspension de TVA. C'est très bien, mais vous savez, quand on a une montagne qui monte et puis on vous dit le lendemain, sans le café, il faut escalader la montagne, parce que quand ça tombe un jour, il faut tout payer. Et donc on a une suspension pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis le jour J plus 1, il faut tout payer. Et c'est des sommes très importantes qu'on n'a pas souvent, on n'a pas programmé et qu'on n'a pas prévu. Et donc notre rôle, nous, c'est souvent, et souvent aussi on prête aux uns et aux autres dans des joint ventures et dans des projets des oreilles. Parce que les gens n'ont pas d'oreilles. On écoute les uns et on parle aux autres, simplement. Alors on fait des choses très simples qui permettent de réussir. C'est-à-dire que, aussi, souvent, on a un problème d'équivalence, de rationalité. La rationalité étrangère, française et autres, et la rationalité sénégalaise, ce n'est pas toujours la même rationalité. Et toutes les deux sont des rationalités. Alors, notre rôle, c'est de mettre les choses en phase. Donc, il y a de l'interculturel. De l'intérêt culturel, mais dans le sens le plus économique. Le plus économique, oui. Alors, effectivement. Je vois bien dans les détails, c'est d'abord que la législation ne veut pas dire forcément la même chose dans les oreilles d'un Européen que dans les oreilles d'un Sénégalais. Quoi. Alors, on est finalement, pour être un bon conseiller dans tout ce qui est due diligence, transaction, support, accompagnement d'entreprise, c'est comme dans le film. Il faut murmurer à l'oreille de certains. Bon. Voilà. Alioune, bah, tu interviens quand tu veux ou tu fais des commentaires. Ce qui sera intéressant, c'est que tu fasses aussi des commentaires. Je me tourne vers le président Dia. Mamadou Dia, bonjour. Vous pouvez envoyer votre masque pour parler parce qu'effectivement, ça sera sans doute plus simple. Puis on est dans toutes les mesures Covid possibles ici. Vous êtes tous lavé les mains. Enfin, tout s'est bien passé. Alors, merci. Vous êtes... président de la région, enfin du district, comment on s'appelle, du département de Podor. Alors, ça m'intéressait que vous puissiez intervenir
parce qu'on parle toujours beaucoup de Dakar, pas forcément des régions sénégalaises, et je pense que les opportunités sont assez fortes dans les régions sénégalaises. Alors, peut-être déjà pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, c'est où Podor? Bonjour tout le monde, je suis Mamadou Dia, je suis le président du conseil départemental de Podor et l'ancien directeur général de la Sénégalaise des eaux. Podor, c'est la partie la plus septentrionale du Sénégal, donc dans le nord, sur la vallée du fleuve Sénégal et le long de la frontière avec la Mauritanie. Podor, c'est aussi 12 947 km² et c'est 63% du territoire de la région de Saint-Louis, avec presque 395 000 habitants. Mais ce qui est important dans ce que nous réunit aujourd'hui, c'est que Podor, c'est 140 000 hectares sur les 240 000 hectares de la vallée du fleuve Sénégal. Donc un département à vocation agricole, mais aussi à vocation pastorale. Aujourd'hui, sur les 140 000 hectares de Podor, il n'y a que 27 000 hectares qui sont emblavés. Donc il y a suffisamment de terre et il y a aussi suffisamment d'eau parce que traversé par 3 cours d'eau importants, le fleuve Sénégal, le fleuve Doué et le Ngalanka et le Gayo. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont offertes dans cette région en termes d'agriculture, mais aussi en termes d'élevage, parce que l'élevage représente aujourd'hui 53% du produit intérieur brut du département de Podor. Ah oui, très important, effectivement, ouais. 53%. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes une région qui ne manque pas d'eau. Donc ça veut dire qu'on peut y développer beaucoup de projets. Vous avez quoi comme terme de culture aujourd'hui dans le département? Dans le département, vous savez, il y a une société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta qui a une vocation agricole, mais surtout tournée vers la riziculture. Aujourd'hui, il y a aussi le développement de la tomate, le développement de la culture d'oignon, et en plus maintenant de la culture du sorgho, des niébé et autres, parce que vous avez 2 types de sols dans le Podor. Les sols du lit du fleuve Sénégal, donc qu'on appelle le wallo, qui sont des sols limoneux, mais vous avez aussi les sols du Djeri, qui sont des zones non inondables, qui sont des sols de type Dior, sur lesquels donc il y a un certain nombre de spéculations qui sont faites à partir d'arrosage au niveau de forage et autres, ou des cultures pluviales. Je crois que donc aujourd'hui se développe la riziculture, la culture d'oignon, mais d'autres cultures à valeur ajoutée importante telles que le gombo, et qui nécessitera aujourd'hui, avec le désenclavement de ce qu'on appelle l'île Amorphile au niveau de Podor, la création de cultures, mais aussi la mise en place d'unités industrielles de transformation concernant un certain nombre de spéculations qui sont cultivées sur place. Et aussi l'installation de chaînes de froid qui devraient pouvoir aider à la conservation, ce qui constitue aujourd'hui un manquement dans cette zone. Ben, ça va faire plaisir à certains qui sont dans la salle parce qu'ils sont là effectivement pour voir comment on peut mettre un certain nombre de projets. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructures pour les industries agricoles et agroalimentaires, donc il y a vraiment une lacune. C'est une stratégie du département long terme, s'entendant, c'est-à-dire que je ne sais pas après comment ça peut se partager. Ou est-ce qu'il faut s'adresser à des coopératives? Comment vous voyez les choses en fait? Comme je vois les choses, vous savez, dans le cadre du Code des collectivités territoriales, la définition de la politique économique du département et du ressort du conseil départemental de Podor, pourvu qu'elle soit en harmonie avec l'ensemble des opérations qui sont menées par les autres collectivités. Je dois vous dire que le département de Podor est celui qui a le plus de collectivités territoriales au Sénégal. Il y en a 22 communes et le conseil départemental, ce qui fait 23 collectivités territoriales. Aujourd'hui, donc,
compte tenu de la cohésion recherchée dans l'aménagement du territoire, les entreprises peuvent s'adresser au conseil départemental qui va être le facilitateur dans les rapports avec les communes, mais dans les rapports avec l'ensemble des autres qui interviennent dans le domaine agricole ou dans le domaine de l'élevage et de la pêche aussi. Vous êtes le point d'entrée, donc. Vous êtes le point d'entrée, je disais. Donc, Oui, on est le point d'entrée aujourd'hui, d'autant plus que nous avons, nous, un plan départemental de développement qui consigne l'ensemble des axes de développement de Podor et qui permettrait d'aider des investisseurs à pouvoir avoir une vue globale du département, de ses potentialités et des formes de collaboration qui pourraient être mises en œuvre afin de pouvoir développer. En tout cas, notre volonté, c'est de développer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous pensons que l'émergence de Podor qui s'accroche au plan du Sénégal émergent passera par cela. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Ben, vous pourrez intervenir sur d'autres sujets. Hein. Même si vous avez posé le micro, vous êtes le bienvenu si vous voulez réinvestir. D'accord. Peut-être que je pourrais parler de sujets liés à l'eau, puisque moi-même, je suis gouverneur au Conseil mondial de l'eau et président de la Fédération internationale des opérateurs privés d'eau et d'assainissement du monde. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, l'année prochaine, on a le Forum mondial de l'eau ici. Oui, le Forum mondial de l'eau est ici et coïncidence pour coïncidence, le président du Conseil mondial de l'eau est en mission ici à Dakar. Alors, je trouve que maintenant, il était intéressant de se tourner vers une banque, finalement, vers la Société Générale. C'est tout bonjour. Vous dirigez quoi, la maison des PME, comment on appelle ça? Alors, il faut appuyer ici, si c'est bon. Alors, vous avez une belle expérience des investissements parce que vous les financez. Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous. Je suis Aïssatou Rassoulgueye. Je suis la responsable de la maison de la PME de Société Générale Sénégal. Donc, je vais d'abord commencer par présenter brièvement le groupe Société Générale et la Société Générale Sénégal. Donc, le groupe Société Générale existe depuis plus de 150 ans, je pense qu'aux environs de 160. Et nous sommes présents en Afrique depuis plus de 100 ans, à travers notre filiale marocaine. Et au Sénégal, l'année prochaine, nous serons là depuis 60 ans, donc installés depuis 1962. Vous êtes la principale banque française implantée, de toute façon, en Afrique. Exactement, avec 35% d'actionnaires sénégalais au capital. C'est bien. Nous sommes le premier financeur de l'économie en 2019, donc ça, ce sont les chiffres de la Banque centrale. Et concernant notre stratégie en Afrique ou la facilitation pour favoriser les investissements, le groupe a lancé un programme qui s'appelle Transform to Grow. Et un des streams de ce programme a été Grow with Africa. Et Grow with Africa est une initiative RSE. Donc je pense qu'il est de bon ton de parler de RSE quand on est au Conseil économique, social et environnemental. Alors ça consiste en quoi? Justement, j'ai bien. Et par rapport à cette initiative Grow with Africa, nous la déclinons en 4 streams. Le premier est le développement du marché de la PME en Afrique. Nous avons tout ce qui est financement des infrastructures et tout ce qui est financement, des financements infrastructures. Nous avons tout ce qui est financement innovant dans le secteur agricole et de l'énergie, donc je pense que nous sommes dans le thème, et puis la favorisation de l'inclusion financière. Dans cette déclinaison-là, nous avons eu des organisations régionales, donc nous avons des hubs régionaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et de l'Est, et également pour le Maghreb. Le Maroc a une gestion spécifique, donc il a son propre hub. Et l'idée, c'est vraiment sur des gros projets, des choses qui sont très innovantes et qui prennent en compte tout ce qui est développement économique, qui vont prendre en compte tout ce qui est transition énergétique, on prend tout ce qui est critères environnementaux, de pouvoir sur de la grosse structure. Tout à l'heure, au moment de l'introduction avec Monsieur le ministre, il y avait une entreprise qui disait qu'elle était partie voir Proparco, mais qu'elle était un peu petite, qu'on lui avait dit qu'elle était un peu petite en termes de financement pour Proparco.
Et tout de suite, avec mes collègues de la délégation de Société Générale qui sont dans l'assistance, on s'est dit, en fait, ça c'est pour nous. Parce que sur de la structuration de financement, avec notre organisation régionale, on a la possibilité de partager le financement avec d'autres filiales de façon à pouvoir le structurer et de proposer une offre et un service d'accompagnement qui soit beaucoup plus complet. Donc c'est de manière un peu ramassée, voici ce qu'on a comme stratégie sur la favorisation des investissements. Et puis, bien sûr, je pense que je parlerai dans un deuxième temps, si les questions s'y prêtent, sur la maison de la PME ou bien le rôle sur les objectifs de développement du marché de la PME, parce qu'on sait que ce sont des moteurs de croissance et que c'est 90%, enfin, pour le Sénégal, c'est 99% du tissu économique, avec une grande répartition. Si je ne me trompe pas, de mémoire, c'est 40% des PME sont dans le commerce. Et si on parle de l'agriculture au sens large et de l'industrie, on est aux environs de 5%. Donc c'est des choses sur lesquelles on a, je parle sous le contrôle d'Adrien Vicente, qui est le responsable grande entreprise. Nous avons fait une approche sectorielle dans notre organisation commerciale de façon à pouvoir travailler en profondeur dans les secteurs, travailler sur la chaîne de valeur parce que c'est là où on a un gage de développement économique avec un impact développemental certain. Voilà. Alors, pour revenir à votre opération Growth, je ne sais pas comment on appelle ça. Growth Africa. Growth Africa. Vous avez des crédits spécifiques pour ça? Pardon, terminé? Non, je vous en prie. C'est-à-dire, est-ce que c'est une direction spécifique et donc des engagements spécifiques et avec des crédits spécifiques, ou est-ce que ça rentre dans l'activité de la banque et c'est plus du marketing? Ça rentre dans l'activité de la banque, mais ce n'est pas du marketing. Donc, très sincèrement, je pense que le groupe Société Générale est très présent dans tout ce qui est RSE. Il y a la Fondation Société Générale, il y a d'autres fondations qu'on accompagne. On a une approche genre parce qu'on a un partenariat avec Women in Africa. Et à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur des projets pour 54 femmes. À un niveau local, on est également en négociation avec le WIC Capital, donc qui est Women Investment Club, de façon à pouvoir incuber et accompagner des entrepreneurs. C'est vraiment pas du marketing, c'est quelque chose sur lequel on travaille, on se donne les moyens. Maintenant, c'est une initiative qui est là depuis 2015-2016, si je ne me trompe pas. Donc, elle est en train de se structurer. Nous avons un hub à Abidjan pour tout ce qui est financement structuré pour la zone Afrique subsaharienne. Et il y a eu de gros projets qui ont été financés. Je ne vais pas parler du Sénégal, histoire de ne pas tirer la couverture sur nous, mais par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons fait un financement avec PFO Africa, qui est une société ivoirienne qui est spécialisée dans la construction et les travaux publics. Et donc, il y a eu un partenariat qui a été signé avec Veolia, et c'était pour la construction d'un réseau de canalisation et de châteaux d'eau. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez grandes pour une filiale pour pouvoir faire ce financement-là. Et donc, on va répartir le risque sur plusieurs filiales. Ou bien, c'est également possible de faire une syndication avec d'autres banques qui ne soient pas intra-groupe. Pour être clair, pour des investisseurs étrangers, par exemple, qui veulent investir ici, est-ce qu'il faut mieux qu'ils arrivent avec des fonds propres importants parce que les crédits sont peut-être plus simples en Europe qu'ici, ou est-ce que vous êtes assez ouvert à faire de la structuration financière pour des projets d'implantation, soit à Greenfield, soit en partenariat? On est ouvert. Les deux sont possibles et je pense qu'Adrien préférera la deuxième partie en tant que responsable grande entreprise. Et là, je salue également mon frère et ami Moustapha Sissé, qui est de l'APIX, avec qui on a beaucoup travaillé au moment du lancement de la maison de la PME. Et nous-mêmes, en tant que partenaires de l'APIX, nous avons eu à orienter des entreprises qui venaient s'installer au Sénégal, leur donner l'information, comme par exemple sur les zones économiques spéciales, les dispositions incitatives du Code général des impôts, tout ce qui peut être suspension de TVA. J'ai bien aimé ce que disait M. Touré sur le fait d'écouter et d'entendre, donc c'était deux choses complètement différentes. Et effectivement, une suspension de TVA n'est pas une exonération. Donc c'est ce genre de subtilités sur lesquelles nous allons travailler de façon à faire un langage, je ne vais pas dire comme pour RFI en français facile,
pour l'entrepreneur, mais de façon à ce que la compréhension soit plus simple et qu'il puisse se préparer en conséquence et qu'il n'y ait pas de contre-coup des mesures incitatives qui étaient censées l'aider pour pouvoir mener à bien ses projets. Merci. Alors, en fait, on vous entendra dans une autre conférence qui aura lieu à 14h, sur laquelle on pourra détailler peut-être les projets et les programmes de financement. Mais j'étais content de voir que vous faites aussi une politique RSE relativement forte, ce qui, je pense, aussi un côté inclusif qui est important, je pense, aussi ici. Puis je note bien que c'est une grande famille. On travaille avec tout le monde, là, que ce soit de la PIC, tout le monde se connaît. C'est vrai que c'est bien. Merci. Jean-Yves... Désolé, ça va couper mon micro. Toc. Bonjour Jean-Yves. Jean-Yves Régnier, tu es, directeur des grands domaines du Sénégal, c'est ça? C'est-à-dire présent à Saint-Louis, dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Je vais peut-être essayer de présenter, c'est quand même plus simple. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, je représente en fait la section CCEF ici au Sénégal, particulièrement dans l'agriculture, donc les grands domaines du Sénégal. Partenaires... CCEF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Conseiller du commerce extérieur de la France. Voilà. Merci. Et particulièrement donc dans le secteur agricole et agro-industriel, partenaire de la Société Générale d'ailleurs. Et les grands domaines du Sénégal sont un des filleuls de l'APIX, comme l'a dit M. Cissé tout à l'heure. C'est incontournable. Donc le premier conseil que je donnerais aux investisseurs étrangers qui voudraient venir investir au Sénégal, étrangers ou nationaux d'ailleurs, c'est de passer par le point incontournable de l'APIX, avec qui nous avons travaillé depuis 2003, où la compagnie fruitière a décidé de s'installer une filiale ici au Sénégal. L'APIX l'a relevé tout à l'heure. Nous sommes dans un domaine particulier qui est l'agriculture pour l'exportation. Donc nous sommes concernés par le statut EFE dont a parlé M. Moustapha Cissé, qui sont les entreprises franches d'exportation. D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir que s'il y a des investisseurs qui veulent travailler dans l'agriculture, et en particulier dans le domaine de l'exportation, qui est un des créneaux encore un secteur prioritaire, comme le dirait M. Cissé, comme ils le sont tous. Mais dans ce secteur, nous sommes effectivement aidés par ce statut, les dispositions fiscales, douanières et sociales de ce statut. Malheureusement, ce statut arrive en fin de cette année. Et que va-t-il devenir ? Il mérite d'être prorogé. Je prends juste l'exemple de l'horticulture d'exportation au Sénégal. On a multiplié par 10 les volumes exportés en 10 ans. C'est un secteur en plus qui a créé des dizaines de milliers d'emplois grâce à ce statut. Et les dispositions de ce statut ne sont pas du tout des privilèges comme ça pourrait être vu de la part des autorités fiscales, par exemple, qui cherchent à supprimer tout ce qui serait des statuts privilégiés, entre guillemets. Mais en fait, les statuts de l'EFE, tels que l'a conçu la loi au Sénégal, permettent tout simplement le principe universel de la double imposition. Il évite ce principe de la double imposition qui rendrait complètement non concurrentielles nos exportations sénégalaises. On a réussi ces dernières années à apporter le label Origine Sénégal, en particulier au niveau du marché européen. C'est une réussite. Toute la création d'emplois et toutes ces chances qui se sont développées depuis 20 ans que le statut UFE existe pourraient être remises en cause et balayées d'un coup si ces dispositions n'étaient pas reprises dans le nouveau code des investissements qui est en préparation pour la fin de l'année, ou si le statut pouvait être, ne serait pas prorogé, tout simplement, comme la loi le prévoit d'ailleurs. C'est possible. Mais c'est vraiment un point particulier. Toi, tu veux pas qu'il lui pose la question pendant qu'on y est? Ah non, mais de toute façon, là, on expose
les points particuliers par rapport aux investissements. On lui posera la question après, savoir comment ça se déroule, cette rédaction de nouveaux plans d'investissement. Vas-y. Bon, moi je voulais juste faire partager notre expérience, en particulier sur quelques points sur l'environnement des affaires. Donc ça c'en est un, mais il est particulier pour les sociétés qui souhaitent exporter. La deuxième chose, c'est un sujet important qui est très sensible, c'est le foncier. Si des projets d'investissement ici au Sénégal devaient se faire, je recommanderais aux investisseurs de prendre le sujet du foncier s'il existe, parce que tous les investissements ne nécessitent pas forcément du foncier, mais de le prendre très en amont possible, parce que c'est un sujet sensible et c'est un sujet différent de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres pays et dans d'autres environnements, en particulier pour l'agriculture. Le problème de l'agriculture, pour avoir quelques arpents de terre pour pouvoir travailler, et c'est pas forcément pour des investisseurs étrangers, mais en général, dans le domaine de l'agriculture, on est sur des terres qui appartiennent au domaine national, selon la loi de 1961. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en bref, cette loi dit que les terres du domaine national appartiennent à la nation. Donc ni au gouvernement, ni au privé, ni aux collectivités territoriales. Je parle de la nue propriété. Par contre, l'usufruit en a été confié aux collectivités territoriales, et donc il est tout à fait possible de, soit à travers des actions RSE, soit en travaillant de concert en partenariat avec les collectivités, pouvoir acquérir l'usufruit des terres. C'est juste un point important à noter parce que dans le domaine agricole, il n'est guère possible de pouvoir avoir la propriété de terres, de titres fonciers en domaine agricole. C'est très difficile, pour ne pas dire autre chose. Et donc, il n'y a pas de possibilité de nantissement, de mettre en garantie des terres au niveau des institutions financières. C'est un point qu'il faut connaître et il faut savoir comment travailler dans ce cadre-là. Un troisième point que je voudrais aborder rapidement, enfin évoquer, c'est le Code du travail sénégalais. Il y a eu un atelier de partage en décembre dernier qui a permis de travailler sur des pistes de réforme du Code du travail, sur différents points du Code du travail. Ceci pour dire que le Code du travail ici au Sénégal n'est pas quelque chose de figé, et c'est un point important pour comprendre que les différents partenaires sociaux, syndicats des employeurs, le patronat et la direction du travail du ministère, Idoine, sont en train de travailler et sont capables de voir des pistes de réforme dans le Code du travail au fur et à mesure que la société économique et que l'environnement des affaires change. Voilà. C'est 3 points qui me semblaient importants d'évoquer. Tu as combien de salariés, Jean-Yves ? On a, selon la saison, parce qu'on a une activité très saisonnière, donc on a des gens qui travaillent en permanent, en CDI, et puis des gens qui sont sur des contrats saisonniers avec une priorité d'embauche qui reviennent chaque année. Nous, on est entre 1000 et 3000 employés selon la saison. Et en termes de recrutement, de formation, est-ce que, j'allais dire, tout baigne, est-ce que tout va bien, ou est-ce que c'est un sujet sensible aussi pour toi ? Non, ce qui est sensible, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du PAP 2 et dans le cadre du plan d'action d'urgence pour la création d'emplois, on est tous investisseurs qui arrivent ou investisseurs sur place en train de chercher des solutions pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer des nouveaux projets, pour pouvoir agrandir les structures et embaucher plus de monde. La formation, elle est là. Le ministre de l'Emploi et de la Formation était, il y a très peu de temps, avec son Excellence ambassadeur de France au Sénégal, dans la région de Saint-Louis, pour inaugurer et visiter un centre de formation sur le machinisme agricole. Il y a des efforts qui sont faits au niveau de la formation.
mais ce n'est pas la formation qui crée l'emploi. C'est l'investissement qui crée l'emploi. La formation, elle est là pour nous accompagner, pour nous donner les personnes formées en fonction des besoins. Mais c'est l'investissement qui va créer l'emploi. Et cet investissement, il a besoin d'un environnement des affaires qui soit stable, qui soit renouvelé dans le cas où certaines dispositions venaient à tomber, et qu'il y ait une très bonne connaissance de l'environnement des affaires, du foncier, du code du travail, etc., pour pouvoir parvenir avec les financements nécessaires, mais ça vous allez en faire un autre chapitre, mais pour pouvoir parvenir à créer des projets et à créer des emplois. Merci Jean-Yves. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si ça répond, enfin en tout cas c'est ta façon de répondre, donc qui montre clairement que trouver de la main-d'œuvre, c'est pas le problème, c'est trouver plutôt effectivement des capitaux pour se développer ou développer des projets qui est plus la problématique. Alors j'ose à peine poser une question, mais ça fait rien, je la pose quand même. J'aime bien poser des questions qui sont parfois difficiles à répondre. On gagne de l'argent au Sénégal? Bon, oui, bien sûr. Je pense que c'est pas chacun est capable de mener ses projets et de pouvoir réussir. Il y a énormément d'exemples de réussite au Sénégal. Nous, on est sur un marché très sensible, où on était sur un marché de niche au début. C'était l'exportation des tomates cerises. Bon, il a fallu qu'on se réinvente et qu'on continue à se réinventer. Aujourd'hui, on veut aller vers des projets où il y aurait plus de valeur ajoutée, plus d'innovation technologique, plus de transformation aussi, et pas seulement des exportations en fruits frais. Donc on se diversifie énormément. Ouais. Mais bon, après, je crois que le plus important, c'est de rassurer les investisseurs qui existent déjà et ceux qui veulent venir sur la stabilité sur le long terme. Ouais. Mais qui était d'une au Sénégal, plus qu'ailleurs, on pourrait réussir des projets, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on regarde les pays aux alentours, la stabilité est moins grande, et c'est vrai que le Sénégal est particulièrement stable. Peut-être une petite réponse, Moustapha, quand même, à ce qui a été dit, ça paraît important. Merci beaucoup. Ça marche? Ok. Juste, évidemment, je comprends la préoccupation de M. Régnier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que cette préoccupation, en tout cas, sera prise en compte dans le cadre de la réforme du Code des investissements qui est en cours. Aujourd'hui, je pense que les travaux sont assez avancés. Nous-mêmes, aujourd'hui, je sais qu'il y a l'équipe chargée, enfin, le cabinet qui est chargé de faire les travaux, on a une réunion avec eux en fin de matinée. Et la semaine dernière, le comité technique. Évidemment, c'est une forte préoccupation et je peux vous rassurer, je pense que vous ne serez pas laissés pour compte. Aujourd'hui, l'horticulture est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie sénégalaise. Et de façon globale, le régime destiné aux entreprises exportatrices doit demeurer. Et c'est important. Je pense que là-dessus, on a entendu le cri du cœur. Je pense que les autorités dont des voix autorisées ont bien entendu ça et elle sera bien prise en charge. Vous pouvez être rassuré quant à la continuité des avantages, même si la procédure de façon globale. En fait, maintenant, il y a deux préoccupations. J'espère qu'on va y arriver. L'idée, c'est de dire il y a certains qui pensent que le dispositif global d'incitation devrait être contenu dans un seul code, le Code des investissements, qui contiendrait les dispositifs pour les entreprises qui ont la vocation pour produire au niveau local, ainsi que les dispositions du statut de l'entreprise franche d'exportation qu'on va intégrer dans le code pour vous permettre d'avoir un seul document qui contient l'ensemble des incitations pour faciliter la lisibilité des investisseurs, y compris d'autres avantages qui sont dans d'autres codes un peu éparses. Moi, je fais partie de ceux qui pensent aujourd'hui que le Code des investissements doit renfermer l'ensemble des dispositions prévues pour les investisseurs pour faciliter la lisibilité des incitations. Évidemment, donc, sur ce point, je pense qu'on va bien le prendre en compte pour voir comment on va amender. En tout cas, c'est sûr que ce sera pris en compte et ça, c'est une préoccupation des plus hautes autorités. Sur la question foncière, je suis d'accord avec vous. C'est un sujet sensible qu'il ne faut pas prendre à la légère. Nous, ce qu'on recommande souvent aux gens, éviter les coupeurs de route. On est au Sénégal,
il faut prendre la voie légale pour acquérir un foncier, pour faire ces investissements, parce que c'est souvent beaucoup d'argent. Donc, faut le faire faut le faire suivant la réglementation en vigueur et auprès des administrations compétentes qui ont été dédiées pour ça. C'est clair qu'aujourd'hui, la question des titres fonciers pour les projets agricoles, ça devient de plus en plus difficile. On conçoit, malheureusement, on a une superficie déterminée. Je pense que la plus haute autorité avait fait des propositions dans ce sens. Mais c'est une question aussi, la réforme foncière, qui est assez complexe parce que d'un côté, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent avoir des titres fonciers pour aller voir ma sœur Assia après, pour au moins obtenir son financement et autres. Mais de l'autre également, on a eu beaucoup de problèmes avec le foncier agricole, de façon globale au Sénégal, où certains ont eu quand même, il faut l'avouer, par le passé, à initier des projets qui ont après connu un autre sort, et le foncier qui était à la base destiné à l'agriculture se retrouve pour d'autres projets, ce qui justifie un tout petit peu la réticence, pas la réticence, mais en tout cas pourquoi la délivrance des titres fonciers pour les projets agricoles, des fois, peut prendre du temps ou nécessiter des réformes. Sur la réforme du Code du travail aussi, la procédure a démarré. C'est un sujet compliqué. Le Code du travail, c'est des avantages sociaux. Comme disait une autorité, c'est un lion qui dort des fois pour certains syndicalistes, des avantages. Mais la question de la flexibilité, par exemple, du travail, c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Si on veut promouvoir la création massive d'emplois, je pense qu'il faudrait un peu assouplir le Code du travail pour permettre en tout cas une création massive d'emplois. Peut-être que notre EG, qui est plus spécialisé sur ces questions, surtout je suis sûr il a besoin de dire quelque chose sur les questions foncières et autres, sur lesquelles il a beaucoup de points de vue. Mais bon, on est à votre disposition. Merci. Merci. Qui c'est qui voulait répondre encore? Je crois que dans les projets de financement, il faudrait que dans le financement, et c'est une opportunité pour les banques, que la tombée de la suspension soit négociée avec les banques pour que les banques servent d'amortisseurs, en fait. Parce que ça tombe en un jour, une somme importante. Peut-être que si on a le relais d'une banque, peut-être que ça permet de faire, en fait, l'amorti. Parce que c'est un problème d'amorti. On a une somme accumulée pendant 3 ou 4 ans, et qui tombe en un jour, un seul jour. Mais là aussi où je voudrais intervenir avant de passer le micro, je recommande vivement, sans que je sois moi avocat ni juriste, chaque fois qu'on a un avantage, chaque fois qu'on a un document, un titre, de demander à son avocat ou à son conseil juridique une opinion légale pour vérifier la validité de l'avantage accordé. Ça, c'est extrêmement important parce que souvent la personne qui donne dit que c'est légal, mais en fait, ce n'est pas légal. Par exemple, avec tout le respect que je dois au président de la République du Sénégal, il ne peut pas donner un avantage fiscal. Et pourtant, une lettre présidentielle, c'est très fort, mais ça n'a pas de valeur juridique. L'autre chose aussi, il faut savoir que dans les tribunaux sénégalais, les magistrats qui sont au niveau du tribunal du travail, socialisantes, bon, on va utiliser le petit Robert en socialiste, en fait, de la relation entre l'employé et l'employeur. Et souvent, lorsque ce n'est pas clair, c'est toujours le travailleur qui a raison. Notamment pour les gens qui utilisent en fait des services de personnel. À un moment donné, il y a une requalification de l'employeur. Ce n'est plus la société de personnel, mais on considère que c'est en fait le bénéficiaire du service. Donc, moi je suis comptable, mais je fais de la promotion pour les juristes et pour les avocats. Vraiment, faites ça dès que vous arrivez, avant d'arriver. Sinon, on est vraiment en danger. Dans ce cas, le lion ne dort pas, mais il est réveillé. Excusez-moi. Oui, monsieur le secrétaire général. Oui. Voilà. Donc, s'agissant de la TVA, nous sommes dans le domaine du prévisible, hein, parce que depuis l'agrément, l'information est donnée à l'investisseur comme quoi que la suspension joue pour telle période et elle prendra fin à telle période où vous devez. Donc, l'investisseur a le temps d'intégrer dans ses prévisions le moment du remboursement. Et je pense également
l'investisseur a la possibilité de demander un moratoire à l'administration fiscale, si je me trompe. Pour ce qui concerne le foncier, il faut qu'on se comprenne. Le Sénégal est un petit pays au point de vue territoire. La terre n'est pas extensible, la demande est forte. Et les liens entre l'homme et la terre sont des liens très profonds. Et c'est pourquoi en 1964, il y a eu la loi sur le domaine national et qui a fait de 80, presque à l'époque, de 99% du territoire national un domaine non approprié. Et pour pouvoir maintenant se l'approprier en partie, il faut nécessairement passer par l'État. C'est-à-dire que l'État l'immatricule à son nom et ensuite vous le cède ou bien vous le donne sous forme de bail. Quelle que soit la nature du bail. Bail ordinaire, bail amphithéotique ou même occupation temporaire. Alors donc c'était une manière de faire contrôler l'accès à la terre ou du moins à la propriété privée. Alors, donc pour ce qui concerne... Ce qui n'est pas, vous en conviendrez, ce qui n'est pas forcément habituel dans un certain nombre de pays, où quand un investisseur privé achète un terrain, il en est propriétaire, quoi. Donc, moyennant quoi, là, il a plutôt un droit concessionnel pour un temps donné, ce qui est dérogatoire, si on peut dire, par rapport à une bonne partie des pays du monde. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour un investisseur. Hein. Bien sûr, c'est important, c'est important. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons essayé de... On a réfléchi pour voir comment faire sans pour autant que l'on perde la propriété de la terre. Comment faire pour que l'investisseur puisse bénéficier des droits réels, c'est-à-dire puisse hypothéquer, par exemple, la terre et à bénéficier d'un financement bancaire. Et je pense qu'il y a des expériences, par exemple, pour ce qui concerne les zones économiques, l'entrepreneur, l'investisseur qui est promoteur-développeur bénéficie d'un bail amphithéotique qui lui permet, en tout cas, d'hypothéquer son bail et de pouvoir bénéficier de financement de la part des banques. Ça, c'est une possibilité dans le cadre du régime des zones économiques spéciales. Nous avons également un autre régime actuellement qui est en cours au niveau du Nord, c'est dans le cas du PEDIDAS. Dans le cas du PEDIDAS, il était question de faire évoluer le statut de la terre pour que l'investisseur qui vient et qui fait un accord tripartite avec les populations qui sont occupants du terrain, plus la commune et l'investisseur, une fois qu'ils auront fait un accord, à la suite de cet accord maintenant, l'État peut procéder à l'immatriculation du terrain pour permettre à l'investisseur de bénéficier d'un droit réel. Alors donc, aujourd'hui, la réflexion, elle est vraiment poussée pour permettre aux investisseurs de pouvoir accéder au droit réel, mais pas à la propriété privative exclusive. Parce que là, nous sommes précis, je prends le cas des zones économiques, et si on permet à tout investisseur d'être propriétaire, le jour où son activité n'est plus viable, pour pouvoir le remplacer, il sera extrêmement difficile. Parce qu'il va dire, le terrain m'appartient, il faut que maintenant je trouve un moyen de vendre mon terrain ou bien ça va spéculer. Alors donc, on permet à l'investisseur de bénéficier d'un bail amphithéotique, et ce qui permet à l'État demain, au cas où l'activité économique n'est plus viable, de le faire remplacer par d'autres activités, parce qu'il ne faut pas que la zone meure avec cette activité. Ça, c'est pas facile à comprendre pour un investisseur, mais bon, j'ai bien compris. Voilà. Une question là. Bonjour monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Donc déjà, je me présente, c'est Jean Aimé, directeur commercial et marketing d'Askia Assurance, donc une compagnie sénégalaise qui accompagne également les PME-PMI. L'initiative est à saluer, hein. Je pense que c'est une très belle initiative, surtout par rapport au contexte de relance. Après la Covid, je pense que beaucoup de métiers vont se réinventer et puis on dégagera les priorités par rapport aux différents secteurs. Je voulais intervenir très rapidement par rapport à la question du foncier. Il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas de problème de texte. Les textes sont clairs, sont votés à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Il y a des arbitrages qui sont faits, même par rapport à la question également de l'emploi. Tantôt, on met en avant des textes qui protègent, mais qui freinent, ou on ouvre, mais également, bon, voilà. Donc, l'insertion des jeunes, quelque part, est un enjeu de taille, mais également la compétitivité des entreprises. Comment arriver aujourd'hui dans nos États
qui sont en pleine émergence à faire une bonne balance de tout cela. Je pense que c'est une question qui doit être abordée avec intelligence, pour la simple et bonne raison que ce qui se passe à l'étranger n'est pas forcément ce qui se passe, on n'a pas les mêmes réalités, les contextes ne sont pas les mêmes. Donc l'étude doit être vraiment approfondie. Et c'est la même chose pour la question du foncier. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur des terres et ces terres-là sont héritées. Bon, quand je dis héritées, ce n'est pas de manière légale, bien entendu, mais sont transmises de génération en génération et sur des hectares de terre, des gens qui n'ont aucune compréhension, sinon aucune connaissance des textes, qui ne sont pas sensibilisés, qui ne connaissent pas où commence le droit, où il s'arrête. On ne peut pas d'un seul coup comme ça les déloger. Donc je pense qu'au-delà de la légalité, quand on est investisseur, l'intelligence aussi de l'investisseur voudrait qu'on ait une certaine connaissance du terrain et aussi qu'on essaye à travers la dimension RSE ou, je ne sais pas, à travers les études d'impact environnementaux, etc., et social, essayer de comprendre ce qui se passe. Là où on veut investir, sensibiliser peut-être les populations, ça lèverait un peu les barrières par rapport à l'opposition parfois qu'on peut rencontrer, même si on a un document qui est tout à fait légal. Donc je pense que ça peut aussi aider les investisseurs à s'implanter. C'est tout à fait normal, c'est des gens qui ne sont pas forcément alphabétisés, on a des experts qui peuvent aider, accompagner les entreprises à avoir tout ce qu'il faut, avoir des documents en bonne et due forme, mais encore une fois, il y a un préjudice. Comment faire aujourd'hui pour que tout se passe de manière, comment dirais-je encore, légale, mais également que la population qui est sur place puisse accepter et comprendre que le projet qui va être implanté aura éventuellement un impact dans la vie quotidienne des autochtones. Donc c'était une petite parenthèse. Merci encore. Merci. Il marche ton micro en fait devant. Plus que quelques minutes, hein, donc je vais donner la parole aussi après à Eric. Je voulais juste répondre à monsieur en donnant un exemple. Nous, ça fait 18 ans que nous sommes ici. Et effectivement, la bonne compréhension et les bons échanges, les bonnes relations avec les parties prenantes sont extrêmement importantes. Moi, ce que je voulais, c'était juste tout à l'heure évoquer le sujet du foncier à des gens qui arrivent au Sénégal et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et justement donner les informations pour qu'on sache que les particularités, qu'elles soient juridiques ou sur le terrain, existent et qu'il faut prendre ce sujet en considération le plus tôt possible. Nous sommes développés petit à petit, en très bonne intelligence avec les parties prenantes. On a un protocole d'accord avec la commune, on a un système avec... entre la commune et les 43 villages et les 53 villages qui la composent, on dépense toute une énergie et du temps sur ce sujet-là. Donc il existe des façons effectivement de s'adapter et de réussir sur le problème du foncier. Seulement, il faut savoir que c'est très long et que les investisseurs sachent qu'il n'y a pas de nue propriété et qu'il n'y a pas de possibilité de garantir, de nantir des prêts avec le foncier au domaine agricole, on est bien d'accord. Et ce que je voulais ajouter, c'est que il y a eu plusieurs tentatives de réforme foncière. On sait très bien que c'est un sujet très sensible, comme vous l'avez précisé, mais il faut savoir comment on peut faire pour travailler avec ça. Voilà, c'est ce point-là, on est tout à fait d'accord, mais qui est très important, je pense, pour des nouveaux investisseurs, de connaître. Eric. Oui, moi j'ai 2 points. Donc je suis associé au cabinet RSM. Premier point, c'est je trouvais intéressant, par analogie avec ce qu'on peut voir dans d'autres pays, finalement de ne pas détenir la nue propriété et de ne pas acheter et de ne pas acheter le terrain. Moi je trouve ça plutôt très bien sur un plan strictement financier parce que ça fait immobiliser nettement moins de capital pour une sortie qui est quand même assez aléatoire compte tenu de tout ce que vous expliquez. Alors la deuxième question irait peut-être plutôt à la Société Générale, c'est à partir du moment
où on n'a que la nue propriété, où on peut avoir un modèle d'exploitation qui est finalement le même que celui d'un concessionnaire d'une société autoroute ou d'un réseau de boutiques. Comment on fait pour prendre des garanties? Quelles garanties vous prenez en termes de financement pour accompagner les entreprises dans leur développement d'infrastructures? Et vous montrez quelqu'un, je ne sais pas qui, mais développement d'infrastructures et développement de superstructures et tout simplement financement du BFR d'exploitation. Voilà. Parce que moi, derrière, quand je dois modéliser, il faut que je sache un peu sur quoi je vais compter. 2 minutes pour répondre. Bonjour, alors je vais faire vite. Adrien Vissante, en charge des grandes entreprises au sein de Société Générale Sénégal. On a l'habitude justement de ce type de baux amphithéotiques. Hein, c'est des choses qui existent aussi en France. Donc le droit sénégalais, le droit IADA est assez proche du droit français finalement. Donc nous, Société Générale, on a l'habitude de traiter ce genre de cas. Et on peut substituer l'hypothèque qu'on peut prendre d'habitude sur un titre foncier par des nantissements de baux commerciaux. Le bail amphithéotique, tel qu'il est prévu par les dispositions, dans des zones économiques spéciales qui donnent droit à des avantages, que ce soit sur la TVA, que ce soit sur les modalités d'export et tout ça, ça donne un avantage économique, mais la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas de propriété de foncière. Nous, on arrive sur certains cas de figure, sur des projets qui sont solides, sur des projets auxquels on croit. On arrive à se contenter d'une garantie qui est un nantissement du fonds de commerce, un nantissement du bail qui a lui-même une valeur en fait, parce que ça vous donne un droit d'exploiter le terrain, en général pour des durées longues, pour des durées de 25 ans à 30 ans. Et ça, c'est à mettre en regard avec la liquidité des banques qui ici au Sénégal, font plutôt des financements sur 7 à 10 ans quand il n'y a pas de garantie de bailleurs de fonds internationaux, on parle de Proparco, de BPI qu'on a évoqué tout à l'heure. Quand il n'y a pas de garantie extraterritoriale, les financements ici au Sénégal sont en général limités à 10 ans maximum. Donc à partir du moment où vous avez un bail que vous venez de signer qui court sur 30 ans, nous, on est à l'aise en fait pour prendre un nantissement de ce bail. Ça garantit votre capacité d'exploiter et de tenir un business plan qui va être plus long que le financement que nous, on va accorder. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on regarde, et le bail amphithéotique tel qu'il est prévu dans les textes au Sénégal a une valeur. C'est un actif des investisseurs qui viennent au Sénégal. Parfait, ça répond, je pense, à la question. Alors, vous parlerez, oui, parce que je pense que le plus simple, ce serait que vous discutiez entre vous. Une manifestation comme ça, c'est fait pour ça. Petit mot aussi, peut-être 10 secondes, parce que Jean-Yves voulait absolument rajouter quelque chose, mais on a vraiment 10 secondes. Juste pour répondre à monsieur, le fait de ne pas avoir de nue propriété à acquérir ne veut pas dire que le terrain n'a pas de coût. Les actions en RSE, par exemple, qui est une alternative, représentent un coût important et un accompagnement des parties prenantes. Le problème, c'est que chacun fait sa négociation, donc il n'y a pas de prix de marché du terrain agricole. Voilà le problème. C'était bien entendu comme ça. Bon, merci à vous tous. On est un tout petit peu en retard. Je m'excuse pour la conférence sur le digital et la digitalisation des entreprises qui, je pense, va commencer, carrément immédiatement. Vraiment, merci à vous tous. Vous pouvez les applaudir parce que franchement, ils ont été sympas. Voilà, merci. Alors, pour ce qui est de la banque et de la finance, on retrouvera la conférence à 14h. Heure Sénégal, 16h heure française, pour qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus fourni.